Et bonjour à vous, et comme chaque lundi, on se retrouve dans un nouvel épisode. J'espère vraiment que cet épisode va vous permettre d'y voir plus clair face à certains, on va dire, rouages qui se mettent en place de manière consciente ou inconsciente et qui ne nous permettent pas de nous développer. Je trouve que malheureusement, se victimiser, se faire passer pour en fait la victime, être un ou une bonne martyre, eh bien ça se retrouve souvent chez les profils atypiques et notamment hypersensibles. Et je sais que par rapport à notre ego, c'est pas toujours facile en fait d'y voir clair et de se rendre compte qu'on est concerné possiblement par ça. Alors, j'espère que vous serez suffisamment ouvert pour écouter cet épisode de podcast et que vous n'allez pas seulement essayer de repérer des gens de votre entourage. C'est possible, bien sûr, on peut aussi repérer en écoutant un épisode de podcast, surtout sur des sujets comme ça, des personnes de notre entourage, mais je trouve que là où c'est encore plus intéressant, c'est de se dire, en fait, quand est-ce que ça me correspond à moi? Quand est-ce que moi aussi je fais ça? Pour pouvoir tout simplement évoluer et sortir de certains rouages, de certaines relations, de certains statuts qui sont finalement bien très toxiques. Toxiques pour soi, mais toxiques pour les autres. Et pour parler de ça, en fait, je vais essayer de parler de 5 approches différentes qui, à mon sens, expliquent pourquoi on a tendance à tomber finalement là-dedans, dans cette victimisation, dans qu'est-ce que c'est, en fait, être un bon, une bonne martyre. Beaucoup de femmes ont besoin de ça. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hypersensibles notamment, ont besoin d'être une bonne personne dans le sens, en fait, un bon martyr. Je vous explique pourquoi. Beaucoup de femmes, notamment, et de femmes hypersensibles, pensent qu'en étant une bonne martyre, ça fera d'elles des bonnes personnes. Et ça vient pas de nulle part en fait. Il y a beaucoup d'angles d'approche, donc notamment dans la psychologie, au niveau de la culture, lié à l'hypersensibilité qui va forcément aussi impacter ça. Il y a le triangle de Cartman que je reviendrai dessus, mais il y a aussi une responsabilité personnelle qu'on a du mal à prendre. Et donc je vais essayer de développer tous ces points dans cet épisode de podcast. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que moi-même, de toute façon, j'ai été là-dedans. Et je crois qu'il faut avoir cette honnêteté de s'en rendre compte et de dire ça peut être un biais. Ça peut être un biais et le fait de s'en rendre compte va faire qu'on va être de plus en plus conscient, qu'on va repérer les signes de plus en plus tôt et qu'on va éviter de s'y enfermer. Et c'est quelque chose que depuis des années je travaille. Je me rends compte que j'en suis sortie, mais que parfois, dans certains moments de ma vie, je peux y retourner. Parce que c'est confortable d'une certaine manière de retourner vers quelque chose que nous connaissons, même si ce quelque chose ne nous convient pas. Quand c'est ancré depuis longtemps, eh bien finalement, après, on y revient de temps en temps. Et le fait de s'en rendre compte, c'est un travail sur soi qui permet d'avancer progressivement et de sortir justement de ces schémas répétitifs qui étaient toxiques. Du coup, alors qu'est-ce que c'est la psychologie de la victime? Déjà, je pense qu'il faut revenir à la base de la base. Il faut comprendre et explorer les motivations qui sont socio-psychologiques finalement, derrière le besoin de se présenter comme une victime pour obtenir de la sympathie, de l'approbation, pour être aimé parce qu'on a peur du rejet, parce qu'on a peur d'être abandonné, parce qu'on a peur d'être critiqué. Et donc on va avoir tendance à surjouer la personne un peu fragile, un peu faible. Et ça touche forcément aussi les femmes parce que socialement, en fait, on nous veut comme ça. Une femme qui est forte, qui est indépendante, qui a un fort tempérament, va se prendre dans la figure beaucoup plus de critiques, va être beaucoup moins appréciée et il va falloir qu'elle encaisse beaucoup plus. Et elle va avoir aussi beaucoup moins de soutien parce qu'elle, elle est forte. Je pense qu'on peut le voir à l'école, mais aussi dans le monde du travail. Certes, la personne qui va pleurer, la personne qui va être toute douce, toute gentille, elle aura peut-être moins de responsabilités professionnelles, elle aura peut-être moins l'approbation de ses supérieurs dans le sens où on va la trouver peut-être un peu trop fragile, mais en attendant, ça ne sera pas elle qui se prendra autant dans la figure des réflexions, des allusions. Il n'y aura pas autant en fait de cancan à son sujet que la personne qui, au contraire, a un fort tempérament, dit ce qu'elle pense. En fait, extérieurement, elle paraît forte. Et je dis bien extérieurement, parce que peut-être qu'intérieurement, elle aussi, d'ailleurs, tout être humain, a ses fragilités, ses faiblesses, ses complexes et ses difficultés. Sauf que soit elle met une carapace, soit c'est juste qu'elle se dit, en fait, je suis pas que ça, et donc elle a aussi tout un pan de sa personnalité qui a plus ou moins confiance, en tout cas, mais elle décide de sortir, en tout cas, de ce rôle de victime. Il faut bien comprendre que, donc déjà, ça c'est un fait, donc on se dit que possiblement, et inconsciemment, c'est peut-être inconscient, mais pour être protégée,
eh bien, il faut se faire toute douce, être à la merci des autres. Et c'est exactement ce qui se passe par exemple dans les prisons. Pour être protégé des autres, eh bien, il y a certains détenus qui vont finalement être victimes d'un seul bourreau. Ça évite d'être en fait victime de plusieurs bourreaux. Ça, c'est un schéma qu'on peut retrouver mais dans plein d'endroits, comme notamment à l'école. Dans le cas de harcèlement, il y a le harceleur, certes, mais en fait, les complices du harceleur, ceux qui vont rire de la situation, vont préférer effectivement rire de la situation et être finalement aussi, ils sont eux-mêmes d'une certaine manière victimes de un harceleur, plutôt que d'être la victime de tout le groupe. Donc, jouer la victime, se rabaisser, eh bien, ça peut offrir des opportunités, mais ça, c'est inconscient, hein, et c'est pas la vérité. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Il faut donc essayer de discuter avec soi-même, et ça, c'est vraiment pas évident parce que notre ego nous empêche finalement d'être de bonne foi avec donc nous-mêmes pour comprendre les facteurs qui peuvent nous conduire à adopter ce comportement et comment ça peut affecter aussi en fait la perception qu'on a de soi. C'est-à-dire que même si on croit se protéger, finalement ce qu'on fait c'est se rabaisser. Et d'ailleurs c'est ce qui explique pourquoi beaucoup de personnes hypersensibles n'ont pas confiance en elles. Elles réalisent pas qu'elles peuvent pas en fait se prouver qu'elles peuvent avoir confiance en elles car de base elles se positionnent dans une posture de passivité. Car oui, être victime, c'est être passif. On peut être réellement victime de quelque chose, d'une injustice, d'un harcèlement, de violence, on est d'accord. Mais là, je vous parle de, c'est pas que je suis victime de quelqu'un ou de quelque chose, c'est je me place en tant que victime. C'est une posture différente. Lorsqu'on a vécu des choses difficiles, il est normal, il est légitime de reconnaître ce statut de victime. Mais il est aussi important, en fait, de comprendre que nous ne sommes pas que ça. Et de ne pas, en fait, s'arrêter là. Sinon, on n'en sort pas. Et au contraire, on s'identifie à ce que doit être une bonne victime. Parce que oui, il y a la bonne et la mauvaise victime. Socialement, c'est pareil. La bonne victime, c'est celle qui se relève pas. La bonne victime, c'est celle qui nous, en fait, qui nous amène de la pitié. Mais vraiment dans le terme pitié. C'est celle où on se dit, oh là là, ça m'affecte trop, j'ai trop de pitié pour cette personne, j'ai trop de peine, donc je ne peux pas lui en rajouter en plus. Donc d'une certaine manière, effectivement, cette bonne victime, elle doit continuer ce rôle-là si elle veut poursuivre en fait, à avoir la sympathie des autres. C'est ce qu'elle se dit, c'est inconscient. La mauvaise victime, c'est celle qui a été victime de quelque chose, mais qui en fait a décidé de se relever de ça. Il y a plein de manières de se relever de ça, de combattre ça, de continuer sa vie, de continuer malgré tout à sourire, à avancer, à peut-être porter plainte, à essayer de faire des pas en fait vers un mieux-être. Ça, c'est la mauvaise victime. On la plaint beaucoup moins. Elle n'est pas totalement à terre. Elle n'est pas au point en fait de vouloir en finir. Ça, c'est une mauvaise victime pour la société. C'est pas la parfaite martyre en fait. Et la bonne victime, en plus de ça, c'est celle finalement qui se plaint pas. Alors c'est un peu différent, c'est la différence justement entre victime et martyr, c'est-à-dire que en plus de ça, et ça touche beaucoup de femmes, il faut se sacrifier, mais il faut pas s'en plaindre. Il faut être en fait convaincu que ce que l'on fait dans son sacrifice en vaut le coup. Alors là, je parle notamment de tout ce qui est du sexisme et des différences entre les hommes et les femmes notamment, là où on voit les femmes se sacrifier en fait pour plein de choses, pour être la parfaite mère, la parfaite épouse, la parfaite travailleuse, la parfaite, enfin genre la Wonder Woman qui prend soin d'elle, qui en plus fait du sport, en se levant à 5 heures du matin tout en s'occupant de ses enfants et en travaillant 10 heures par jour, enfin bon, le truc totalement impossible sur du long terme. Et ça, eh bien, il y a cette autosatisfaction de se dire je fais ce qui est bon, je fais ce qui est bien, parce que je suis une bonne martyre. Je suis finalement la personne qui se sacrifie totalement pour les autres, qui se fait passer après les autres, qui correspond bien à tous les standards, parce que derrière, finalement, on se sent protégé. On se sent protégé de quoi? Du rejet, de la critique, du désamour, tout ce qui nous fait peur, mais qu'on ne comprend pas qu'en fait ça vient avant tout de soi. Et au lieu d'être dans la mise en action, d'aller travailler sur soi et de se dire comment je peux faire pour développer finalement l'estime que j'ai pour moi-même, l'amour que je peux avoir pour moi-même, je vais sans cesse le chercher pour les autres, à travers les autres. Et dans ces cas-là, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur donner ce qu'ils attendent de moi. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'en tant que personne hypersensible, on a, et on le sait maintenant, hein, au niveau, effectivement, il y a assez d'études scientifiques qui montrent qu'il y a une grande
hyper empathie, que les personnes hypersensibles ressentent énormément ce que les autres ressentent, et du coup on a quand même ce petit truc, ce sixième sens si vous préférez, de sentir ce qui est attendu, ce que l'on devrait être ou ne pas être. Et donc, bah, à s'adapter à ça, voire à se suradapter. C'est ce qu'on appelle le syndrome du caméléon. C'est-à-dire que je me suradapte à mon environnement au point où finalement je ne sais plus vraiment qui je suis. Et il y a un test qui est très intéressant à ce sujet, c'est lorsqu'on demande aux gens, une fois qu'ils ont expliqué qu'ils vont pas bien, qu'ils sont en quête de réponse, qu'ils savent pas qui ils sont, lorsqu'on leur pose la question, ben, finalement, de quoi as-tu besoin? Ben, ces personnes qui se sont tellement suradaptées ne savent pas y répondre. En fait, ils vont dire, ben, je sais pas. Alors, au départ, ils vont proposer des envies, mais envie et besoin, c'est pas la même chose. Par exemple, si je dis j'ai envie de manger du chocolat, c'est pas un besoin, c'est juste que j'ai envie de chocolat. Par contre, de vrais besoins, ça serait peut-être de la faim, et dans ces cas-là, c'est pas forcément le chocolat qui va combler ça. Donc, le fait de connaître réellement ses besoins nous amène à d'autres perspectives de solutions. Mais ça, il faut avoir une bonne connaissance de soi. Sauf que lorsqu'on a passé beaucoup de temps à se camoufler, à se caméléoniser, à être un petit peu finalement perdu dans tout ça, eh bien on ne sait plus. On ne sait plus vraiment de quoi on a vraiment besoin. Et ça, c'est un problème. Parce que si on ne sait pas de quoi on a besoin, on va être encore plus dépendant des besoins des autres. Et c'est un cercle vicieux, puisqu'on va retomber dans ce schéma de qu'est-ce qu'on attend de moi, d'être potentiellement la bonne victime, la bonne martyre. Alors oui, il y a effectivement toute une psychologie de la victime et donc il y a aussi une culture de la victime, je pense que vous l'aurez compris. Et c'est hyper important à mon sens de recontextualiser ça et de comprendre et d'analyser comment notre culture contemporaine va valoriser finalement le statut de victime. Et en particulier aussi dans les médias, sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça fascinant. Je ne sais pas si vous arrive de faire ça. Moi, j'adore me mettre dans la peau un peu d'une anthropologue, que je ne suis pas, bien sûr, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler avant d'être un bon anthropologue pour éviter tout biais. Mais c'est dans le sens où on va analyser dans les détails de comment ça se passe, c'est-à-dire de l'extérieur. Alors, les réseaux sociaux, parfois, peuvent être très malmenants. Je vous avais fait un podcast à ce sujet sur, effectivement, les difficultés d'être hypersensible sur les réseaux sociaux, tout ça, et comment s'en protéger. Mais on peut aussi se placer à l'extérieur et un peu comme si on était vraiment d'une autre planète ou je sais pas, d'une autre culture et qu'on apprenait ça en se disant oh ok, je vais essayer de comprendre cette culture-là, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et là vraiment, je pense que les réseaux sociaux sont hyper intéressants pour l'image que ça transmet de notre population et de notre culture. C'est-à-dire que on se rend bien compte qu'il y a une sorte de bien et de mal qui est figé comme ça. Il y a un bien et il y a un mal, sauf qu'on est d'accord que c'est hyper subjectif. Sauf que non, il y a une sorte de police d'internet et il y a toujours les mêmes arguments. C'est assez drôle et c'est même loufoque et ironique de se dire qu'en fait ces arguments, qu'importe le milieu dans lequel on est, tout le monde les utilise contre tout le monde. Un peu de ah toi de toute façon c'est une arnaque ou oh non mais celle-ci encore elle veut faire que de l'argent, oh non mais ça c'est une vraie manipulatrice, oh quelle gare c'est une perverse narcissique, alors je vais au féminin mais ça peut être au masculin. De toute façon, on veut encore, nous manipuler. Vous rendez pas compte du mal que vous faites aux personnes les plus fragiles et aux plus vulnérables. Mais ces gens-là, ils sont où en fait? Parce on parle toujours des mais c'est hyper intéressant. Bref, c'est qu'un échantillon, mais en réalité, c'est toujours les mêmes phrases qui tend à résumer de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, alors qu'en réalité, on est d'accord qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des lois, ok, on doit correspondre à des lois, mais toutes les lois ne sont pas fondamentalement correctes pour tout le monde. On peut très bien s'insurger par rapport à certaines lois, quand bien même ce sont des lois. Je pense que potentiellement pour la majorité d'entre elles, on est quand même en adéquation, mais en fait on a toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Donc cette notion de bien et de mal est très subjective. Par contre, il y a cette tendance à ne taper pas contre quelqu'un qui est à terre. Et donc, quand il y a des conflits comme ça sur les réseaux sociaux, c'est intéressant d'analyser de comment les gens se positionnent. Finalement, celle qui va faire des stories larmoyantes, en pleurant, qui va être très 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 mal par rapport à une autre, qui va peut-être plus se maintenir, parce que finalement, je ne dis pas que c'est illégitime, ces larmes sont peut-être réelles, c'est peut-être pas du tout de la manipulation, je suis pas du tout en train de dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que forcément, ça va beaucoup plus nous toucher qu'une personne qui, elle, ne pleure pas, paraît froide, paraît insensible. Et donc, il va y avoir, d'une certaine manière, beaucoup plus d'empathie, de compassion pour la personne qui pleure et qui se positionne comme victime. Et ça, c'est une réalité. Et vous pouvez le voir n'importe où.
dans les médias, les réseaux sociaux, tout ça. Et donc forcément, inconsciemment, on se dit, mais si je pleure, si vraiment je montre à quel point j'ai mal, à quel point je souffre, les gens vont me soutenir. C'est intéressant ça. Ça veut dire que le soutien, et c'est logique, c'est bien fait. Finalement, ça veut dire que nos neurones miroirs fonctionnent bien aussi. C'est-à-dire que naturellement, on va avoir de la compassion pour un être qui nous démontre finalement qu'il va mal. Donc c'est génial. Sauf que, d'une certaine manière, ça ne nous permet pas aussi d'ouvrir la perspective que ce n'est pas parce qu'on n'est pas une victime que on a tort. On peut très bien effectivement se positionner comme quelqu'un de fort ou de bloqué, parce qu'il y a des gens qui bloquent leurs émotions, et pour autant avoir raison dans la situation. Mais comme la police du net va forcément trancher, d'une certaine manière, ceux qui paraissent plus forts vont prendre encore plus cher. Donc, inévitablement, votre inconscient va vous pousser à être une martyre ou une victime pour vous protéger. Parce que ça fait mal, de ne pas être cru, ça fait mal de se prendre en fait des critiques, ça fait mal de se sentir rejeté, ça fait mal de se sentir harcelé, parce que face à ça, potentiellement il y a des gens qui vont vous harceler après ça. Donc oui, en fait, ça va être un petit peu qui a le plus de points. C'est un peu ça, c'est-à-dire que finalement, qui a le plus de points dans la bonne victime. C'est un peu ça, cette course à la plainte. Qui va se plaindre le plus. Sauf que c'est terrible parce que ça va avoir des conséquences sur l'image de soi. Vous vous rendez pas compte qu'une fois que vous vous enfermez dans cette image-là, auprès des autres, que vous êtes une personne fragile, que vous êtes finalement quelqu'un qu'il faut soutenir, qu'il faut aider, c'est très compliqué d'en sortir. Je vous donne un autre exemple, mais si une amitié commence comme ça, si par exemple au début, ou un couple, enfin en tout cas une relation commence comme ça, la personne finalement s'est positionnée comme sauveur d'une relation avec vous, parce que à un moment donné vous étiez vulnérable, et ça nous arrive à tous et à toutes, et que vous étiez un peu victime de quelque chose et elle vient un peu vous sauver, votre relation, en fait, elle commence comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas changer, mais ça va être beaucoup plus difficile. Parce que d'une certaine manière, c'est déjà en fait déséquilibré. Elle vous considère comme quelqu'un qu'il faut secourir, qu'il faut aider, qu'il faut finalement, d'une certaine manière, soutenir. Elle va se positionner comme ça. Et si à un moment donné, par exemple, elle a besoin d'aide et que vous voulez lui venir en aide, vous ne serez pas légitime. Vous serez beaucoup moins légitime. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Et une relation qui a débuté comme ça, c'est très difficile d'en changer. Et comme c'est difficile d'en changer, et qu'on est de toute façon un peu dépendant du regard des autres et encore plus de nos proches, il faut se rendre compte que si vos proches, votre famille, vos amis, votre conjoint, votre conjointe a cette image de vous, ça va vous maintenir là-dedans en fait. Et vous allez avoir cette image de vous-même. Et comment voulez-vous passer à l'action, vous challenger, faire face aux défis, si en fait autour de vous, même votre entourage, pense que vous êtes quelqu'un qu'il faut protéger, que vous êtes finalement une petite chose. C'est très compliqué pour vous et c'est normal. Et ça va être difficile d'en changer, mais c'est pas impossible. Et je pense notamment pour les enfants. Vous n'êtes pas sans savoir que l'image qu'ont les parents sur leurs enfants, même si c'est pas dit de manière très claire, ça va impacter. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet golem en fait. C'est Dunning-Kruger ou golem, c'est-à-dire en psychologie sociale, on a démontré que si une autorité avait foi ou pas foi, avait confiance, pas confiance, avait, on va dire, une image positive ou négative en fait sur un enfant, ça a été étudié notamment dans le cadre de l'école sur les professeurs, sur les élèves, et on pense pas à mal, c'est-à-dire que c'est pas le professeur qui pense que cet élève est bon ou moins bon, pas du tout, mais parce que par exemple on leur a dit que cet enfant a des difficultés, qu'il a toujours été en difficulté, ou au contraire que cet enfant est plutôt sur un niveau élevé, s'ennuie plutôt à l'école, et voilà, en fait il va adapter son apprentissage à l'enfant en voulant bien faire, mais en fait ça va l'impacter ou positivement ou négativement. C'est la même chose pour les parents. Les parents qui vont surprotéger leurs enfants, et je pense notamment quand on a un enfant hypersensible, si nous-mêmes on n'a pas bien vécu notre hypersensibilité, on va avoir tendance à surprotéger notre enfant en se disant qu'il a besoin d'aide parce que vu sa sensibilité, c'est compliqué pour lui. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Inconsciemment, on lui transmet l'image que il est trop fragile pour s'en sortir tout seul. Il a forcément besoin de quelqu'un d'autre. Il est une pauvre victime de quelque chose en fait. Et ça va rester. C'est-à-dire que quand on a grandi avec cette image qu'on nous renvoyait de nous-mêmes pour plein de choses, ça a créé une croyance très forte en nous en se disant en fait je suis comme ça. Je peux pas faire autrement qu'être comme ça. Et donc on va aller chercher à reproduire et à entretenir cette croyance en cherchant des gens qui vont finalement nous faire entrer
dans le triangle de Karpman, c'est-à-dire que si moi je veux rester une victime, eh bien il faut absolument que je trouve des sauveurs et des bourreaux. Et donc on a vraiment finalement un triangle comme ça infernal et tragique, en fait c'est un triangle tragique, où tous les schémas de comportement vont encore et encore venir soutenir cette croyance que de toute façon nous sommes une peu victime. Alors bien sûr on ne se le dit pas comme ça parce que aucun ego n'a envie de se dire ça. C'est-à-dire que notre ego, il est quand même bien fait, il est là pour nous protéger de plein de choses et c'est super chouette, mais il nous permet pas toujours d'évoluer et donc il nous maintient d'une certaine manière là-dedans en se disant bah non non, c'est pas moi, ça me correspond pas, je suis pas une victime, c'est pas vrai. Bah, il faut avoir peut-être, je pense, avoir confiance en soi. Je pense que aussi la confiance amène la confiance dans le sens où la confiance nous permet de réaliser et d'avoir peut-être cette honnêteté envers soi-même en disant ben, en fait si, là je me suis mis clairement dans une posture de victime. Et donc, j'en viens à mon 5e point, la responsabilité personnelle. En fait, il faut comprendre l'importance de prendre la responsabilité de ses propres actions et de ses propres émotions, plutôt que de se tourner vers le rôle de la victime pour obtenir du soutien ou de la validation. Il faut explorer dans ces cas-là, et je vous encourage à explorer comment on peut cultiver un sentiment de responsabilité personnelle, parce que ça peut conduire justement ça à un grand sentiment d'accomplissement et de satisfaction dans sa vie. C'est pas facile. C'est pas facile parce que, en fait, ça veut dire que, d'une certaine manière, c'est à moi de changer les choses. Et comme je vous disais au début de cet épisode de podcast, quand on a été réellement victime, ça reste subjectif, mais en tout cas, quand on a eu la sensation d'être victime de quelque chose, d'une injustice ou d'une violence, il est normal et il est légitime, encore une fois, de comprendre qu'on a été victime de ça. C'est ok. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes une victime. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous ne pouvez rien faire maintenant. Et on peut prendre le temps qu'on veut pour se relever d'une situation. Plus la situation est traumatisante et plus effectivement on a besoin aussi d'aide, de soutien. Et, enfin voilà, c'est logique, c'est ok. Et vraiment, ne vous culpabilisez pas de ça. C'est pas de ça qu'il s'agit ici et surtout ne réinterprétez pas mes propos. J'essaie d'être plus claire aussi, mais je sais que, bah voilà, selon la phase dans laquelle on est, on peut vite s'auto-flageller, se culpabiliser et c'est pas le but. C'est de comprendre qu'en fait, vous avez la responsabilité de quelque chose. Et ça, c'est plutôt un bon point. Parce que si je suis responsable de quelque chose, ça veut dire que j'ai la possibilité de faire quelque chose dans certains contextes, dans certaines situations, bien sûr. Mais que je peux aussi évoluer vers quelque chose. Donc, mis à part certains traumas qui sont beaucoup plus complexes et que cet épisode de podcast ne vous permettra pas de surmonter, absolument pas, il faut absolument dans ces cas-là consulter un professionnel de la santé mentale si on parle là de trauma, mais c'est pas le sujet là. Là, ce que je voudrais vous dire, c'est que, par exemple, on a tendance à dire, et je dis on en me mettant dedans, parce que c'est justement ça le problème. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je ne peux pas. Et au lieu en fait, d'utiliser le jeu. Je vous donne un exemple d'une personne que j'ai accompagnée dans le cadre professionnel. Elle me disait, de toute façon, c'est pas comme si je pouvais changer d'emploi. J'ai pas le choix en fait. Il faut que je paye mes factures. Je peux pas changer d'emploi comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible en fait. Ça serait pas, comment elle m'a dit ça? Ça serait pas sage. En tout cas, ça serait une décision clairement pas mûrement réfléchie. Ça serait dangereux. Enfin bon, voilà. Je pense que vous comprenez un peu l'histoire. Et je me rappelle lui avoir dit, bah en fait c'est ton choix. Et elle a mal pris sur le coup. Elle me dit, mais c'est pas mon choix. En fait, je vais pas me mettre en situation catastrophique. J'ai quand même des factures à payer et c'est super compliqué. Je peux pas quitter mon emploi comme ça. Je peux pas. J'ai pas le choix. Et je lui ai redit, si, tu as fait ce choix-là. La question, c'est pas de savoir si tu as le choix ou pas. C'est pourquoi tu l'as fait ce choix. Et ça, c'est une réalité. Et ça nous permet de nous responsabiliser. En fait, je suis d'accord avec elle, elle avait des factures à payer. Mais c'est parce que justement, elle a fait le choix certainement de cette tranquillité d'esprit. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Et on a l'impression que lorsqu'on se met face à nos responsabilités, eh bien encore une fois, on vient vraiment mais bouleverser notre ego. On vient le secouer et il aime pas ça. Et donc il se débat. Ah mais non, je n'ai pas eu le choix. Mais il est très très rare dans notre vie de ne vraiment pas avoir le choix. Je pense qu'il faut s'en rendre compte. Ça dépend où vous vivez, dans les circonstances dans lesquelles vous vivez, mais en tant qu'adulte, parce que c'est vrai qu'enfant, nos choix sont quand même plus limités, mais une fois qu'on est adulte, et notamment dans nos pays à nous, en fait, on a le choix. C'est juste qu'on prend le choix et que ce choix, peut-être qu'on le prend de manière, on va dire, disons pas avec beaucoup de joie. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités, des conséquences qui en découlent et qu'on aurait préféré faire un autre choix. Disons qu'on aurait voulu avoir un choix parfait.
Sauf que, encore une fois, rares sont quand même les choix qui sont parfaits, parce qu'il y a toujours des responsabilités, des conséquences qui découlent d'un choix. Donc oui, on est peut-être frustré. Ok, peut-être que cette personne-là, elle était frustrée de rester dans cet emploi et qu'elle aurait préféré avoir un autre boulot qui paye tout aussi bien, avec une autre carrière professionnelle et où tout se passe bien. Mais ça, c'est un délire, c'est un idéalisme, parce que toutes les personnes qui ont quitté leur boulot sont passées par des phases très difficiles financièrement, et toutes les personnes qui ont réussi professionnellement sont passées par de nombreux sacrifices qu'elles ont encore pour en arriver là où elles en sont. Donc en fait, elles ont fait des choix très difficiles pour en arriver là où elles en sont. Et c'est ok aussi de se dire, et c'est se responsabiliser, de se dire, mais en fait, moi, je ne me sens pas capable de faire ces choix très difficiles. Ça ne veut pas dire que jamais je ne les ferai, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle dans ma vie, je ne me sens pas capable de faire des choix aussi difficiles. Et là, on se responsabilise. Et du moment qu'on se responsabilise, bah, on va prendre de meilleures solutions pour l'avenir. Tant qu'on dit je n'ai pas le choix, ce n'est pas possible, on se positionne en tant que victime, on est donc passif de quelque chose et on ne peut pas passer à l'action, on ne peut pas changer la situation, puisque de toute façon vous êtes passif. C'est douloureux ce que je dis, mais c'est vraiment pas pour vous faire du mal, mais c'est pour comprendre qu'en fait, on ne peut pas toujours se cacher derrière des on dit, des j'ai pas le choix, des c'est comme ça, et puis après se plaindre. Alors, il y en a, ils le font, et il y en a beaucoup, et je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup en plus sur les réseaux sociaux, sur internet, je vois beaucoup de choses comme ça, et je vois d'ailleurs beaucoup de comptes qui fonctionnent très bien comme ça, parce qu'en fait, les posts qu'ils font vont vers ça, vont vers regardez, je vous encourage à être des victimes, regardez comme moi je vois que vous êtes des victimes, et j'ai vu moi-même, je l'ai testé parce qu'il y a des posts effectivement où je voulais mettre en avant les difficultés, les complications de certaines atypies, et pour l'avoir fait, ce sont des posts qui marchent très bien, très très bien, parce qu'en fait, ça soulage ces gens-là, forcément, ça les rassure. Alors, encore une fois, c'est légitime de vouloir être rassuré, mais quand on s'enferme là-dedans, ça ne permet pas l'épanouissement personnel. Vous ne pouvez pas, du coup, passer à l'action. Vous ne pouvez pas, en fait, réaliser que vous avez la possibilité de changer les choses. C'est comme toutes ces personnes qui vont me dire, je suis hypersensible, donc forcément, je suis hyper émotive, donc forcément, je peux rien faire. Absolument pas, parce que apprendre justement à comprendre, à accueillir, à réguler ses émotions, c'est à la portée de tout le monde, et encore plus des hypersensibles. Développer son intelligence émotionnelle, c'est à la portée de tous, et encore plus des hypersensibles. Et beaucoup d'hypersensibles, en fait, sont très heureux avec leur intensité émotionnelle, avec les pour et les contre que ça a, et c'est ok parce qu'ils ont potentialisé ça, parce que l'hypersensibilité, au départ, c'est un haut potentiel sensible. N'oubliez pas que ça a été une terminologie choisie le terme de base hypersensibilité, c'est quand même highly sensitive person en anglais, donc c'est des personnes à haute sensibilité. Ça a été traduit en français hypersensible, amenant l'idée que hyper c'est un trop, en fait, c'est un superlatif qui est quand même assez fort, assez puissant dans notre inconscient pour nous amener qu'il y a un truc en trop, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Mais en fait, au départ, pas du tout. C'est vraiment un haut potentiel sensible, comme un haut potentiel intellectuel ou un haut potentiel émotionnel. Bref, c'est un potentiel. Et c'est ce que j'essaie d'amener dans mon podcast. Alors, je sais que les personnes qui écoutent souvent mes épisodes de podcast sont des personnes qui ont envie de réfléchir sur elles-mêmes et qui ont envie de potentialiser ça et qui ont compris que de toute façon, si elles sont comme ça, autant en faire quelque chose de chouette. Mais je sais aussi que parfois, on a des restes comme ça qui nous gratouillent et qui nous permettent pas, en fait, je pense, d'évoluer, de grandir dans cette approche de je sors finalement de ce triangle de Cartman, je sors finalement de ce rôle de victime, de la bonne martyre, de ce que la société veut me faire croire, et je prends mes responsabilités en fait pour passer à l'action. Je prends mes responsabilités pour changer les choses, je prends mes responsabilités vis-à-vis de mes émotions, vis-à-vis de mes pensées, je passe à l'action, je demande de l'aide. Rien que le fait de demander de l'aide, c'est déjà un passage à l'action, je tiens à le dire. Parce que, en fait, commencer une thérapie avec un professionnel ou un coaching, enfin ce que vous souhaitez, mais ça veut dire que je passe à l'action parce que aucun professionnel va faire pour vous ce dont vous avez besoin, absolument pas. Ça c'est un peu comme un coach sportif, il peut vous faire le parfait planning de sport, enfin voilà les exercices et tout. Si vous les faites pas, en fait vous aurez jamais les résultats que vous souhaitez. C'est la même chose si vous voyez un psy par exemple, il va avancer avec vous, mais c'est à vous d'avancer avec lui. Et donc ça vous met en action forcément. Donc toutes les personnes qui justement osent se dire je vais aller demander de l'aide, sachez que justement vous êtes en train de passer à l'action et félicitez-vous de ça, c'est hyper important. Bref, voilà. Je ne sais pas si cet épisode de podcast a pu vous parler, a pu comprendre à quel point, d'une certaine manière, non, vous n'êtes pas une meilleure personne parce que vous êtes une martyre.
Non, vous n'êtes pas en fait une meilleure personne si vous êtes victime de quelque chose, parce que souvent ça nous rassure dans notre inconscient, genre si je suis victime de la situation, c'est que c'est bon en fait, c'est que j'ai raison. C'est forcément le bourreau qui a tort. Absolument pas, ça fonctionne pas comme ça. Les choses ne sont pas linéaires, les choses ne sont pas noir ou blanc, ça fonctionne pas comme ça. Donc ce n'est pas celui qui se plaint le plus qui est le plus à plaindre en fait. Les situations sont bien plus complexes et je pense que vous vous en rendez compte. Voilà, si cet épisode vous a plu, bah, vous n'hésitez pas à me faire un retour s'il y a des questions qui bon peut-être je suis passée un peu vite sur certaines choses, sur certaines notions, vous m'envoyez un message, un commentaire et peut-être que je ferai du coup un autre épisode un peu plus complet. Et encore une fois, bah, prenez ce que vous avez à prendre de cet épisode, laissez le reste, c'est un buffet à volonté, vous le savez, donc vous n'avez pas besoin de goûter à tout. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos proches si vous pensez que ça